Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à tout le monde. C'est avec grand plaisir que j'interviens dans le cadre de ce cycle Bâtir en terre, du grain de sable à l'architecture, pour apporter donc des éclairages sur les techniques de construction en terre, même si celles-ci vous ont été présentées déjà de manière assez générique, je dirais, dans le cadre de l'exposition. Alors, 1 heure, c'est un peu court, bien sûr, pour couvrir un vaste sujet, mais on va essayer d'être le plus synthétique possible. Alors, rappelez quand même effectivement la dimension universelle de ces architectures de terre et le fait, d'un point de vue statistique, qui a été constaté notamment par les grandes organisations, celles des Nations Unies, qu'à peu près de 50% de la population habite encore aujourd'hui dans un habitat en terre crue. Là, nous avons une répartition avec un choix d'images qui nous permettent un peu de localiser les différentes géographies d'implantation de cette architecture. C'est aujourd'hui, en l'état actuel du classement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, 17% des sites qui sont représentés, soit 120 sites avérés, construits en terre, soit totalement, soit partiellement, soit avec éventuellement une mixité des techniques qui sont inscrits sur cette liste. C'est également sur une autre liste qui est mise à jour tous les ans, celle du World Monument Watch, à peu près 10 à 15% chaque année de sites qui sont représentés. Une liste qui met en avant notamment les sites qui sont en grand danger et qui méritent effectivement des interventions rapides de stabilisation. Un des derniers sites fameux qui a été classé sur cette site du World Monument Watch, c'est le village très connu de Hassan Fatih, architecte égyptien qui construisit dans les années 50 le fameux New Gourna, projet qui a été accompagné par ce célèbre livre « Construire pour le peuple ». Et puis on a d'autres listes comme ça aussi qui repèrent aussi l'importance d'un patrimoine immobilier exposé, et c'est l'autre liste de l'UNESCO avec 57%, mais c'est aussi un patrimoine qui est un patrimoine urbain, puisque sur les 242 villes inscrites à ce jour sur l'Organisation des villes du patrimoine mondial, soit 78 villes, ça représente tout de même 38% de ce patrimoine de caractère urbain. Alors voilà encore là une répartition planétaire qui nous permet en même temps d'entrer dans le vif du sujet à travers une présentation assez globale, je dirais, des grandes traditions des cultures constructives en terre et donc des savoirs, des savoir-faire et des techniques de construction qui leur sont associées. Nous voyons ici, par exemple, sur le continent africain, qui est souvent repéré comme étant un peu le lieu d'excellence de ces architectures de terre, une grande tradition de ce qu'on appelle le torchis, la bauge, le façonnage direct et la brique crue ou adobe. Et je vous expliquerai peut-être plus en détail, bien sûr, tout ça par la suite, parce que c'est l'objet de cette conférence. Nous voyons également dans le monde européen, à la fois, on va dire, dans le monde méditerranéen, une grande tradition qui est une tradition de la brique de terre crue qui nous vient des pays d'Asie et du Proche-Orient, mais également une tradition de pisé qui est de la terre compactée, on va voir, en coffrage, qui se trouve essentiellement sur la péninsule ibérique et en France, dans le sillon du chenal Rhône-Saône, mais également dans les régions nord, les grandes traditions de colombage et de torchis. Sur le continent américain, ce sont les grandes traditions, bien sûr, précolombiennes, où essentiellement nous avons des cultures de torchis, de briques crues, plus récemment des cultures de pisé qui ont été associées aux époques d'influence de la colonisation européenne, qui ont notamment importé cette pratique du pisé dans beaucoup de pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale, alors qu'en Amérique du Nord, dans les grandes traditions des Indiens, notamment celle de ce qu'on appelle le Grand Sud-Ouest, Nouveau-Mexique, Arizona, et même jusqu'en Californie, nous avons là plutôt une tradition de la brique de terre crue. Et puis, en Extrême-Orient, nous avons essentiellement, en fait, une grande tradition de briques de terre crue, mais également de pisé, en Chine, par exemple. Tradition qui a longtemps été peu accessible pour la documentation, mais qui l'est maintenant du fait effectivement des possibilités d'accès plus faciles dans ce territoire et qui révèle un patrimoine tout à fait remarquable. Alors c'est un patrimoine bien sûr historique, puisqu'on construit de très longue date avec la terre, donc c'est la valeur archéologique de cette architecture. Là voici par exemple l'exemple d'un site fameux, celui de Mari en Syrie, daté du 4e au 2e millénaire. Voici encore une période un peu plus récente, âge du bronze. Nous sommes au Turkménistan avec la ville de Gonur-Tepe,
qui présente un plan tout à fait remarquable, sur lequel je ne peux pas vraiment complètement me développer, mais qui est un modèle assez intéressant aujourd'hui qu'on devrait reconsidérer peut-être dans le rapport de la taille des établissements humains par rapport à l'environnement, dans le rapport aussi de la densité de ces établissements humains, notamment dans la perspective de mise en application du développement durable. Voici également d'autres monuments que l'on connaît tous à travers effectivement nos savoirs d'histoire qui remontent effectivement aux enseignements qu'on a reçus de nos professeurs, la ziggurat de Babylone ou ziggurat Etemenanki, et une représentation numérique ici de ce que pouvait être cette ville de Babylone au VIe siècle avant notre ère. Là, nous sommes en Iran, à Suse. C'est le fameux palais de Darius qui inaugure les périodes en fait achéménides et qui a été fouillé. Vous le savez, ce site de Suse, la mission de Suziane, la mission française de Suziane a travaillé près de 100 ans avec les Iraniens sur place pour dégager toute une histoire sur plus de 20 niveaux de culture et de civilisation. Le palais de Darius est donc un exemple effectivement d'occupation beaucoup plus récent sur ce site de Suse. Voilà un autre exemple intéressant aussi, complètement différent, en Amérique latine, pour des périodes beaucoup plus récentes, qui sont des périodes qui sont pré-incaïques en fait, puisque nous sommes à l'époque des Chimus. C'est le fameux site de Chan Chan sur la côte pacifique, à la hauteur de la ville de Trujillo, qui date donc du 11e au 15e siècle à peu près, et qui lui associe deux techniques, à la fois la brique crue, la brique donc modelée, moulée, et ce qu'on appelle la bauge, on verra donc plutôt de la terre empilée, enlevée. Alors, pour expliquer très sommairement, mais vous avez eu des explications pour ceux qui ont vu l'exposition déjà, il y a des rapports importants à établir en ce qu'on appelle la texture d'une terre. C'est ce qu'on appelle ici les différents éléments qui composent un sol, qui vont de la surface organique en passant par les graviers, les sables, les siltes ou limons, et puis les argiles, et la teneur hydrique du sol, et en associant effectivement ces paramètres sur lesquels il faudrait ajouter aussi le paramètre de l'état gazeux, de l'air aussi qui est important, qui est contenu dans les poches d'air de la matière, on arrive donc à déterminer tout un panel comme ça de techniques. Alors ça renvoie là en détail sur un ouvrage technique qui s'appelle le traité de construction en terre, et dans lequel nous avions présenté effectivement 12 grandes familles de modes de production et de mise en œuvre, en passant par les éléments, enfin les modes de construction de type monolithique ou massif, qui vont de la terre creusée à la terre coulée, la terre empilée, la terre façonnée directement à main de bâtisseurs, la terre comprimée dans des coffrages. Et puis nous allons dans les catégories des maçonneries en petits éléments, comme la maçonnerie en briques cuites finalement, mais qui est là et réalisée avec des briques de terre crues. Et on passe, par exemple, de la famille des blocs pilonnés, donc qui sont compactés dans des moules, jusqu'à des blocs comprimés à l'aide de machines, des blocs qui sont directement découpés à même le sol. C'est la tradition, ce qu'on appelle en fait, avec les modes de terre, du gazon, qui est une tradition très très connue dans l'histoire depuis l'Antiquité, mais qui est toujours très présente au Moyen-Âge. Et puis les terres alors extrudées et les briques de terre qui sont façonnées à la fois à la main et puis maintenant d'une manière mécanique. Et enfin, nous avons la terre en garnissage ou en remplissage de structure. Là, la terre ne joue plus un rôle, disons, de structure porteuse. Elle vient uniquement en complément d'une ossature qui, traditionnellement, est le plus souvent une ossature en bois, et c'est la grande tradition du colombage. Mais on a aussi ce qu'on appelle des paquets de terre qui sont mis comme ça entre les poteaux. Le colombage, c'est plutôt une terre appliquée, un torchis appliqué justement sur des réseaux secondaires de bois tressé, par exemple. On verra ça par la suite. Alors, voyons voir un petit peu ces différentes traditions en introduction. Voilà par exemple ce qu'on appelle le façonnage direct que j'évoquais avec la grande tradition des cases obus, ce qu'on appelle par leur forme, du groupe des Mousgoum de Pousse dans le nord du Cameroun. Et à la fois dans le sud du Tchad, puisqu'en fait ce groupe effectivement des Mousgoum vit justement le long du fleuve Logone, qui est à la frontière entre les deux pays. Là nous avons des coques, de véritables coques qui sont façonnées à la main, dont l'épaisseur des parois ne fait pas plus de 20 à 25 cm, et c'est la forme elle-même de la coupole qui bien sûr assure la stabilité dans la logique de compression, de travail en compression de la matière. Vous voyez des détails très intéressants comme ça, qui sont pas seulement des décors, mais qui ont des logiques aussi très intéressantes
récente de division en fait du ruissellement de l'eau lorsqu'il pleut, afin de réduire l'érosion de surface de la matière. Et en même temps, ce sont des marchepieds pour pouvoir effectivement, à l'occasion, après la saison des pluies, aller réparer la surface de ces cases. Une autre tradition, celle du gazon, que j'évoquais également, mais dans des applications plus récentes, aux époques effectivement d'implantation des Européens aux États-Unis, qui ont particulièrement utilisé cette technique, notamment dans le centre du pays, au Nebraska, et on a une très belle collection là de photographies qui a été réunie par la Société historique du Nebraska, qui est la collection d'un médecin qui s'appelle Solomon Butcher, et qui nous met en évidence là aussi le degré, je dirais, de perfectionnement qu'a pu avoir cette technique tout simple d'empilement de blocs de gazon qui sont directement découpés à même le sol pour arriver à constituer des constructions du type de manoir. Là, nous sommes sur la terre plastique en paquet qui est empilée, enlevée de terre. C'est ce qu'on appelle la bauge. Nous sommes dans les régions du Panjshir, en Afghanistan. Et également ici, entre Pisé et Bauge, sur les régions d'altitude désertique de l'Himachal Pradesh, au nord de l'Inde, dans la vallée du Spiti, avec le village de Tabo, dans cet univers désertique de rocailles, où, effectivement, avec les terres alluviales amenées par le Spiti, les villageois ont pu ériger ces magnifiques architectures entre Bauge et Pisé. Colombage, grande tradition que tout le monde connaît, au moins chez nous en France pour les régions septentrionales de notre pays, mais également pour des régions plus sud-occidentales, puisqu'on a une grande tradition, comme vous le savez, dans les Landes, par exemple, et même dans les contreforts pyrénéens, dans plusieurs régions des contreforts pyrénéens, et jusqu'en Albigeois. Mais c'est essentiellement, je dirais, de l'Alsace, en passant par la Champagne, en allant jusqu'en Picardie, redescendant sur la Normandie, et voilà qu'on a les grandes traditions de colombage et de torchis en France. Là, c'est la ville de Troyes. Alors, voici aussi le pisé, donc au Maroc. On reviendra plus en détail par la suite. C'est donc de la terre compactée par couches dans un coffrage en bois et qui a donné cette grande tradition des Ksour, notamment des grandes vallées du sud marocain, vallées pré-sahariennes, vallée du Dra, vallée du Dadès, vallée du Ziz, vallée du Réris, toutes ces grandes régions qui nous restituent aujourd'hui un patrimoine remarquable de Ksour et de Douar, donc des villages qui sont construits en terre. Et nous avons là une subtilité dans, je dirais, l'hybridation des techniques, la mixité des techniques, puisque le bâtisseur de Ksour associe à la fois le pisé pour sa masse très lourde dans la partie basse et la brique de terre crue pour alléger en même temps les efforts de descente de charge sur la structure, mais en même temps avec ce petit élément de brique de terre crue pour introduire des éléments de décor, de mots des natures, comme vous le voyez, tout à fait remarquables. Et ce pisé, on le retrouve effectivement jusqu'en Chine, avec une des plus belles traditions, qui vient d'être d'ailleurs faire l'objet d'un classement au patrimoine mondial, puisque ce sont les Toulou des Aka qui ont été classés par le comité il y a maintenant deux sessions en amont. Alors, la brique de terre crue, bien, c'est une brique moulée dans des moules en bois. On va voir différentes manières de la faire. Là, ce sont des petites industries dans le sud-ouest des États-Unis. Et ça a donné aussi de très, très belles traditions dans différents pays. Là, nous sommes au Chili. Là, nous sommes dans la région d'Alep, en Syrie, avec aussi ces maisons, avec ces coupoles en forme d'obus, qui sont en fait des coupoles montées, ce qu'on appelle en encorbellement, c'est-à-dire avec des briques qui se superposent légèrement jusqu'à fermer la forme, effectivement, de la coupole, et ce qui donne cette forme élancée. Le patrimoine français va nous servir un petit peu de référence pour un peu mieux développer les techniques que j'évoque. Alors nous avons là donc les 4 grandes techniques que l'on trouve en France, sur notre territoire. Nous avons bien sûr le torchis, je l'évoquais plutôt dans la région septentrionale et en même temps dans le sud-ouest. Le pisé qui est essentiellement localisé dans le chenal Rhône-Saône avec l'extension dans les territoires du Dauphiné de la Bresse au-dessus de Lyon, mais également vers l'Auvergne, puisque nous avons un patrimoine remarquable de pisé, notamment dans la région du Forêt, région de Montbrison. Et puis ensuite la Bauge, que l'on trouve beaucoup plus effectivement dans les régions, je dirais ici d'Ille-et-Vilaine, du Cotentin et jusqu'en Bretagne, avec tout de même des traces très importantes de patrimoine aussi que l'on trouve à la fois au contour de l'Albigeois, mais également dans la vallée de la Dordogne et dans les contreforts pyrénéens. Mais le territoire de Bauge est plutôt, je dirais, la Bretagne. Et enfin la brique crue,
qui est dans le sud-ouest. Alors comment on explique cela? On l'explique à la fois dans le rapport effectivement entre le sol, la qualité du sol et la manière de l'utiliser. Le bâtisseur a eu ce génie dans l'histoire de savoir exploiter au mieux effectivement les ressources locales, mais également dans le rapport à la culture et à l'histoire. Puisque le Pisé nous vient plutôt, je dirais, des influences romaines, des influences italiques, alors que la brique de terre crue, qui était très présente en témoignage archéologique sur le rivage méditerranéen, notamment du golfe du Lion, avec des établissements d'origine grecque, et qui maintenant est plus dans le sud-ouest, aura été influencée par la suite aussi par des influences d'origine ibérique, arabe et ibérique. Alors que la Bauge semblerait avoir été plus influencée par des influences d'origine britannique. Voilà donc quelques exemples ici d'architecture remarquable en Torchie, avec un très beau manoir ici normand dans le pays d'Auge, cette maison à double logement ici en Bretagne, cette belle ferme aussi dans le sud-ouest, dans le Gers, et là cette mairie-école en Pisé, dans le Dauphiné, un bâtiment qui a été construit vers la fin du XIXe siècle, à l'époque où il y avait la mise en application de la loi Jules Ferry, qui avait demandé à toutes les communes de construire des écoles, et la plupart du temps, les communes ont mobilisé tout simplement leur savoir, leur savoir-faire, leur culture pour construire ces bâtiments. Alors entrons un peu dans le détail. Voilà donc différents exemples encore de cette architecture en colombage et en torchis. Vous avez là l'exemple en haut à gauche d'un village alsacien qui se distingue, je dirais, par un système de structure à colombage que l'on appelle le colombage à bois long, qui est en fait une charpente qui remonte dans des périodes beaucoup plus antérieures à la Renaissance, enfin jusqu'au Moyen-Âge, alors que les systèmes à bois court ont été développés davantage avec la Renaissance et avec le développement du corps des charpentiers qui ont bien sûr affiné leur savoir et leur savoir-faire sur la construction de ces types de structures. Et on retrouve plutôt du bois court, alors finalement en Normandie, on le retrouve également ici, on le voit dans les Landes, avec cette ferme landaise magnifique à 2 hériales. Et puis on retrouve encore du bois long en Bresse, par exemple, la photo qui est en bas à gauche, qui s'explique aussi dans l'histoire par un certain délai d'enclavement, je dirais, de ce territoire par rapport à d'autres, et qui ont pu conserver plus longtemps leur tradition plus ancienne. Magnifique ouvrage ici en colombage que cette fameuse église Saint-Nicolas de la fin du XVIe à Outines, en Champagne, Haute-Marne, qui a fait l'objet récent d'ailleurs d'une restauration superbe, avec, vous le voyez là en plus, un pignon qui est magnifiquement protégé avec des bardeaux de bois. Vraiment grande tradition champenoise que l'on retrouve aussi sur les maisons de village, que l'on retrouvait encore il y a quelques années. C'est plus difficile aujourd'hui d'observer ça, hein. C'est une vieille photo, mais on voit un système là tout à fait remarquable de bardage, de véritables cuirasses avec ces petites lamelles de bois et ces couvre-joints très fins qui viennent protéger cette maison en colombage et en torchis. Là, nous avons différents modes de réalisation en Anjou, en Bresse, en Champagne et en Normandie. En Anjou, nous avons un système qui consiste à faire ce qu'on appelle des fusées autour de bois de châtaignier. On entoure la torche en fait de terre et de paille, et ensuite on la cale effectivement entre les éléments d'ossature secondaires de la charpente, et puis on reviendra par-dessus avec une autre couche de torchis, et puis on finira cela avec un bardigeon. En Bresse, on a une ossature aussi à bois long, mais on a un tressage de petites baguettes qui sont souvent d'ailleurs pas forcément des baguettes très sèches, qui sont souvent des baguettes de bois vert. Et puis on vient seulement appliquer le torchis. C'est juste un recouvrement. Donc on a vraiment une épaisseur de paroi très très fine. Alors qu'en Champagne, on a là aussi un élément très particulier qu'on appelle le palisson, ou le palson en termes local, qui est une sorte de planchette un peu effilée d'un côté, qui va se caler entre les montants de l'ossature, et entre lesquels on viendra bourrer le torchis pour ensuite finir à nouveau par une couche de terre. C'est un peu le même principe qu'on retrouve en Normandie avec ce qu'on appelle les éclisses, qui sont des petites baguettes de coudrier qui sont posées comme ça en zigzag et qui serviront de support à ce torchis. Voilà quelques photos détaillées qui nous montrent un peu ces différents principes, donc de l'éclisse normande, du palson champenois et du tressage comme ça de baguettes de coudrier en Bresse. Alors, la technique de torchis évolue, bien entendu. Elle a évolué surtout récemment avec des principes de préfabrication de panneaux, en fait, qui sont des cadres en bois, avec ensuite, la plupart du temps, ça a été inventé en Amérique latine, ce principe, avec des branches de bambou
qui sont, vous le voyez, comme ça, posés alternativement en passant d'un côté ou de l'autre du cadre, de l'élément horizontal du cadre, et qui serviront de support à ce torchis. Là, vous avez un petit projet qui a été fait sur la gauche au Salvador en 1992, par notre équipe d'ailleurs, en lien avec l'université de San Salvador, où nous avons mis en application un modèle de construction parasismique faisant appel à un système à la fois massif et un peu lourd au premier niveau, construit en blocs de terre, et à ces panneaux préfabriqués en torchis pour avoir du mouvement, de la ductilité, afin de mieux encaisser les secousses sismiques. La bauge, autre technique, là vous avez l'exemple de ce qui se fait traditionnellement en Bretagne, notamment dans la région de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine. Donc là, on a un matériau qui est utilisé à l'état aussi très plastique, qui est mêlé soit de fibres végétales, d'herbes locales, soit d'éclats minéraux. Ça peut être des éclats de pierre, notamment des éclats de silex, qui sont assez abondants dans ces régions. Et puis, en même temps, des déchets parfois de tuiles, de briques qui ont pu être cassées et qui vont donner de la structure à cette terre très plastique pour empêcher qu'elle se fissure en séchant. Et on empile ces paquets de terre qu'on appelle aussi dans d'autres régions, comme en Vendée par exemple, les bigots. Et une fois qu'on a fait cette levée de terre, qui fait à peu près entre 60 à 70 cm de haut, à l'état encore un peu frais, on va araser la surface pour dégager éventuellement toutes les fibres qui peuvent dépasser, pour lui donner un parement un peu plus lisse, un peu plus esthétique. Et pour faciliter le séchage de ce matériau, on avait l'habitude de ce qu'on appelle triquer la bauge, c'est-à-dire la battre avec une baguette, afin de la faire ressuer et de faire ressortir donc cette eau qui était très abondante dans le matériau. Voilà l'exemple dans le marais vendéen de ce qu'on appelait les bourrines, les petites maisons en fait des maraîchins qui étaient les éleveurs de canards sur le marais et qui étaient construites avec cette bauge, avec une toiture en bâtière de chaume. Alors le terme bourrine vient en fait du verbe bourriner qui veut dire en fait faire la toiture en chaume avec effectivement les herbes locales du marais breton. Et voilà un autre exemple de villa, je crois que je vous l'avais montré mais antérieurement, de maison en fait à double logement dans un village. Et un patrimoine beaucoup plus noble, relativement important, qui montre aussi que l'on a là aussi une technique de construction très élaborée, puisque nous avons ici des logis très très coquets du XVIIIe et du XIXe siècle, qui sont notamment qui ont été étudiés par le parc du Cotentin et du Bessin et qui ont fait l'objet d'une magnifique publication. Voilà, alors aujourd'hui, l'autre tendance, c'est d'évoluer vers ce qu'on appelle les torchis projetés. On a là l'exemple d'un architecte, constructeur chilien qui s'appelle Marcelo Cortés, qui travaille dans la région de Santiago du Chili, qui, lui, recycle en fait les ossatures en acier de vieux bâtiments d'époque 19e ou plus récente, et qui les réutilise pour faire de nouvelles ossatures sur lesquelles il va projeter à haute pression cette terre, donc mêlée de fibres végétales, et donc on aura cette nouvelle application de torchis projetés. C'est la tendance actuelle, une des tendances actuelles en tout cas qui se développe. Voilà, sur des bâtiments assez remarquables, de villas qui sont relativement luxueuses, importantes, et qui ont un patrimoine remarquable. Alors, la brique de terre crue, traditionnellement, en fait, on mélangeait souvent le mélange de terre et de paille à pied d'homme. Mais là, on a un exemple de démonstration qui a été faite récemment dans un village du Portugal, vous voyez, octobre 2007, une démonstration organisée dans la région d'Aveiro. Mais on pouvait aussi, dans cette même région, fouler effectivement ce mélange à pied de bêtes de somme. C'est le cas aussi dans ce même village, même démonstration. C'était en gros les deux principaux modes traditionnels pour préparer cette terre qui va être ensuite utilisée avec des moules. Alors, on a à la fois des traditions de moules à compartiment unique. Là, vous avez un moule très traditionnel en haut à gauche qui est utilisé dans la région toulousaine, qui est une grande tradition 19e et même début du 20e siècle. On retrouve une brique plus épaisse que vous voyez dans la tradition allemande, également même période, alors qu'on a des briques beaucoup plus grandes et plus plates, par exemple, dans la culture de la brique crue. Ici, au Mexique, nous sommes à San Juan de Teotihuacan. Et là, par exemple, aussi au Pérou, avec une brique qui est presque un peu plus cubique, un peu plus massif. Donc vous voyez la variation à la fois de forme de ces briques qui correspond bien sûr à des modes ensuite de construction qu'on appelle des formes d'appareils, puisqu'il s'agit de petits éléments qui vont être associés entre eux avec du mortier, selon donc la diversité des modules. Là nous avons la tradition du carreau de Champagne,
avec les moules qui sont exposés ici dans le musée de Reims, où nous avons à la fois un moule traditionnel en bois qui est renforcé avec des éléments métalliques et un moule plus récent qui est complètement métallique. Là, le mode de production du bloc, du carreau de Champagne est un peu différent de la brique moulée traditionnelle qui se fait au sol. Là, nous travaillons sur une table. C'est-à-dire que nous remplissons les moules et avec les deux manettes que vous voyez sur le côté, on renverse le moule sur la table pour le démouler. Ce qui explique la présence de petits trous d'ailleurs dans le moule afin de pallier le problème de succion à cause de l'eau. Alors, on a aussi des moules à plusieurs compartiments qui facilitent aussi la production, 2, 3, 4 compartiments, et vous en voyez ici quelques exemples, et même jusqu'à 6 compartiments, là dans une application plus récente en Australie. Là, c'est un moule qui se manipule à 2 personnes. Il peut encore se manipuler à 1 personne, mais plutôt à 2 personnes, alors que les autres moules se manipulent très simplement encore à 1 seule. Et puis, ce qui est intéressant dans la brique de terre crue, c'est qu'on peut aussi faire des moules spéciaux. Là, par exemple, on a un système avec un couvercle et une réservation, comme ça, avec un bloc prismatique, qui nous permet de mouler, par exemple, là, ici, des blocs pour faire des chaînages. En couronnement d'un mur en briques crues, on pose ces briques et on pourra couler à l'intérieur un chaînage, par exemple, pour renforcer la structure. Mais on peut aussi faire des blocs de forme ronde, de différentes formes. Voilà, ici, l'exemple au Mali, tradition très récente avec la séquence traditionnelle de moulage de la brique de terre crue, donc mélange de la terre et de la paille, le remplissage du moule, ici, qui peut se faire à la pelle ou même directement à la main, ensuite le réglage, le tassement de la quantité dans le moule, le tassement avec les poings, généralement pour comprimer légèrement la terre, réglage de la surface, soit avec la main avec de l'eau, soit avec une baguette de bois, et puis lissage final et démoulage. Tout ça, ça prend à peine 1 minute et demie à 2 minutes pour faire une brique, et ça peut être même beaucoup plus rapide pour des briquetiers très expérimentés. Alors, l'évolution, là aussi, se fait avec des moules à compartiments multiples. Là, nous avons l'exemple aux États-Unis, dans une fabrique qui est dans la périphérie de Albuquerque, par exemple, dans les années 80, donc c'est pas jeune, mais c'est toujours comme ça qu'on fait aussi les briques de terre dans la région du Nouveau-Mexique. Et puis la mécanisation, alors avec des machines qui sont de véritables pondeuses à briques d'adobe ou briques crues, comme vous voyez, puisque là nous avons 1, 2, 3, 4, à peu près une 60aine de briques, ou même plus, 80 briques je crois, qui sont posées d'un seul coup avec un système de moule en acier, traction hydraulique, on abaisse le moule se relève et la machine continue. Et nous avons des champs et des champs comme ça entiers de briques d'adobe. Nous sommes dans une des plus fameuses fabriques de Californie qui est installée à Fresno, qui est la fabrique de Hans Sanf, qui a été en fait un immigrant allemand qui s'est installé en Californie au début du XXe siècle. Et puis on a cette nouvelle manière de produire maintenant avec le séchage en étuve, mais ce sont des briques de plus petite taille, ce sont des briquettes en fait crues. Et là c'est un Allemand qui s'appelle Peter Bredenbach qui a développé la firme Cletec, qui est aussi connue pour diffuser des enduits de terre par exemple, et qui a donc imaginé ce principe de séchage en étuve. Voilà quelques exemples de patrimoine. Donc encore une très très belle ferme ici en adobe dans le Gers, qui date du 19e, fin 19e. À nouveau une très belle ferme avec pigeonniers dans cette même région. Ce rapport aussi tout à fait étonnant du bâti en terre dans le paysage directement. Et la tradition ici du carreau de terre, tel qu'on le faisait dans la périphérie de Reims au 19e siècle. Vous voyez ici les tables de moulage. Vous voyez ce qu'on appelle les briques qui sèchent en haie. Et à l'arrière, effectivement, la ville de Reims et sa cathédrale. Et le patrimoine de cette région, notamment du Val-de-Marne, là nous sommes dans un village qui s'appelle Condé-sur-Marne, où nous avons encore l'évidence, effectivement, de cette architecture en carreau, qui était simplement protégée à l'extérieur avec des enduits sable chaud, parfois même de simples badigeons, comme on peut le voir là-dessus. Et puis bien sûr, dans l'excellence d'application, je dirais constructive, la grande tradition yéménite, avec les grandes villes de la vallée de l'Hadramaout au Yémen, dont Shibam, Tarim, Sayoun, qui sont parmi les plus beaux exemples. Et qui là aussi sont des établissements qui nous interpellent aujourd'hui dans leur logique d'adaptation au territoire, d'implantation et de préservation du sol, de densité, de taille, par rapport à des objectifs de durabilité de l'habitat. Alors, l'évolution de la brique crue, c'est la brique de terre comprimée, en fait.
on a eu en fait les premières briques comprimées. Elles ont été inventées par un arpenteur juré, architecte constructeur français qui s'appelait François Cointreau et qui est très connu pour avoir édité des pamphlets, des essais, dont ces fameux cahiers d'école d'architecture rurale. François Cointreau a été le premier grand professeur d'architecture de terre. Il était soucieux effectivement de diffuser le savoir, notamment pour améliorer les conditions d'habitat des campagnes, qui à l'époque étaient essentiellement un habitat en bois et en torchis, souvent sujet à des risques d'ailleurs d'incendie. Et il avait inventé les premiers blocs de comprimés en adaptant à partir d'un pressoir à vin une petite machine qu'il appelait la Crécise. Et puis, il a fait des démonstrations dans divers ateliers de ce fameux bloc comprimé à la Crécise. Mais on retrouve, à l'époque moderne, beaucoup plus récemment, en fait, cette idée de comprimer la terre dans des moules avec des machines. Et c'est un ingénieur colombien du nom de Raúl Ramírez qui était au centre Sinva de Bogota, en Colombie, qui a mis au point la première petite presse manuelle qui s'appelle la presse Sinvaram, donc du centre de lequel il vient, le centre Sinva, Ram qui veut dire comprimé en anglais, et qui a donné lieu donc ensuite à toute une génération de nouvelles presses. La presse Sinvaram a été très largement utilisée à partir des années 60, durant toutes les années 70, dans beaucoup de pays. Et elle a ensuite été déclinée sous différentes versions, plus ou moins améliorées, pour aboutir à des presses ensuite semi-mécaniques, à des presses ensuite motorisées, mécanisées, et jusqu'à des unités de production industrielles, comme on peut en voir ici, par exemple, aussi sur les photos du bas. Donc on a là toute une filière, effectivement, nouvelle de production de matériaux qui, en fait, correspond aussi aux exigences un peu de productivité, de rentabilité que on a aujourd'hui dans le secteur de la production des matériaux. C'est un matériau qui, lui, n'est pas utilisé à l'état plastique comme la brique de terre ni comme la bauge, mais plutôt à un état plus humide, je dirais, avec des grains qui éliminent les gros cailloux et auxquels on rajoute un petit peu de ciment, en fait, pour stabiliser, car on a aussi beaucoup de grains fins et pour améliorer la résistance à la compression, à l'érosion. Voilà, donc les presses manuelles dans la tradition originelle, presque, puisque ça c'est une presse, la Blockmaster, qui est dérivée finalement de la Sinvaram, et puis ces presses mécaniques, ces grosses unités de production. Là vous avez une aire de séchage ici où les blocs sont disposés aussi en haie, donc empilés et en fait recouvertes d'un film de polyane noir afin de créer une ambiance un peu d'étuve, de façon à faciliter le processus de stabilisation avec le ciment. La quantité de ciment qui est utilisée varie selon les types de terre. Elle peut être de 3% au minimum pour aller jusqu'à 5-6% suivant les types de terre. Donc c'est pas non plus une quantité colossale. Voilà, alors on a eu pendant les années 80 beaucoup de recherches technologiques et notamment sur le comportement de ces matériaux qui ont permis de mieux connaître et mieux d'apprécier bien sûr ces performances traditionnelles de résistance à la compression sèche, humide, performances à la capillarité et autres types effectivement des tests et d'essais qui ont pu permettre de définir des bases scientifiques et techniques de référence pour ce matériau. Et puis des structures aussi ont été testées. Alors la brique de terre, comme vous le savez, comme c'est un petit élément et c'est en même temps de la terre crue, ça travaille essentiellement en compression et pas en traction, donc elle est faite en fait plutôt pour construire des structures avec des arcs, des voûtes et des coupoles, et les recherches qui ont été faites à ces époques-là, toujours dans les années 80, ont plutôt porté justement sur des tests et des essais mécaniques et des essais de résistance et de rupture sur ce type de structure. Et puis il y a des architectes très spécialisés comme Serge Maini en Inde par exemple, qui a pratiquement reconstituer un peu tout le catalogue, je dirais, des structures traditionnelles comme ça, en arc, voûte et coupole, et qui les développe d'une manière assez, je dirais, avec beaucoup d'excellence, on va dire, puisqu'il est reconnu aujourd'hui comme un des meilleurs spécialistes du genre dans le monde en construisant avec ces matériaux. Autres projets qui ont pu être construits avec la participation de Serge Maini, et également un grand projet qui a été développé dans les années 80 et qui sert encore de modèle de référence pour du développement local, qui est le projet d'habitat social sur l'île de Mayotte, dans les Comores, et qui avait déjà mobilisé le cratère de l'école d'architecture de Grenoble avec nos étudiants, puisque nous étions allés faire les premiers prototypes sur place, construits en blocs de terre comprimés avec toute l'installation d'une filière durant des vacances. Et ensuite, ce sont les étudiants qui ont pris le relais avec des stages pour être auprès, effectivement, du maître d'ouvrage, qui était la Société immobilière de Mayotte. Ça, c'est les premiers prototypes qui avaient été construits et qui ont permis ensuite de développer toute une filière d'habitat
sans compter bien sûr, vous voyez, des habitats même en milieu urbain ici à Mamoudzou, donc qui est la principale localité de l'île de Mayotte. Et puis des habitats plus récents ici, de type locatif, avec de véritables immeubles, où le bloc de terre crue est associé aussi à la pierre locale, qui est soit du basalte, soit, je ne prends plus le philo, je ne prends plus une pierre plutôt en plaque, je ne me rappelle plus le nom. Et en tout cas, nous avons ici une association de matériaux, ce qui montre qu'on a aussi une création, une imagination constructive architecturale intéressante qui permet d'associer ces matériaux. Voilà encore tout simplement l'aéroport de Mamoudzou, un projet qui avait été conçu par Pascal Rollet, qui était aussi formé à Grenoble, connu aujourd'hui pour avoir obtenu l'équerre d'argent quand même, architecte de talent, et puis des bâtiments publics, comme ici la préfecture, qui en même temps manifeste là l'évidence d'une véritable volonté de développement de ces matériaux pour contribuer au développement de l'île de Mayotte à l'époque. Et là, nous avons aussi, dans le cadre de notre projet dans les années 80, une adaptation d'une filière traditionnelle qui est la filière en fait de blocs agglomérés de granulats ciment, ce qu'on appelle les parpaings plus globalement, pour faire des blocs de terre vibrocompactés et qui ont été utilisés pour construire ce village qui s'appelle le Domaine de la Terre, qui se situe à Villefontaine, donc dans l'Isère, et qui correspondait à une opération de 65 logements de type HLM, donc avec comme maîtrise d'ouvrage, bien sûr, l'Office public d'aménagement et de la construction de l'Isère, l'OPAC 38, et qui a fait l'objet d'un concours national. C'est une opération particulièrement intéressante parce que d'abord elle se situe dans le temps, à l'époque, dans le lignage aussi d'une grande exposition qui avait été développée au centre Georges Pompidou, des architectures de terre, qui avait été réalisée par l'architecte urbaniste, commissaire d'exposition Jean Dethier, qui d'ailleurs est présent dans cette salle. Je vous remercie d'assister à cette conférence. Et nous avons là 65 logements qui sont toujours effectivement l'évidence d'une vraie volonté de modernité et d'adaptation de ces matériaux à l'objectif d'une trajectoire architecturale contemporaine. Alors, le pisé, nous avons là une sémantique assez ouverte, assez large, je dirais, concernant le pisé. Il y a des termes d'origine plutôt qu'on peut rapporter aussi à l'arabe, en fait à Otob, qui a donné ce qu'on appelle le tapi pour le provençal, le tapia, la taipa, le tapia pour le portugais, l'espagnol, ou d'autres, bien sûr, et les origines beaucoup plus arabes, d'origine comme tabia par exemple, et qui nous font remonter à Otob et à Toub, en fait, qui est l'origine même du terme. Et puis nous avons dans d'autres pays européens des termes qui sont complètement originaux, qui ne sont pas du tout de cette même filiation, et qui nous ont donné effectivement le pisé, qui vient plutôt d'une origine latine, qui nous remonte à un terme qui signifiait de broyer la terre avec la fistuca. La fistuca, c'était donc un instrument en bois, en fait, qui servait à piler, même d'ailleurs à tasser légèrement, en fait, un béton de terre du type béton romain. Et on retrouve en fait une transposition, je dirais en italien, avec tout simplement la terra battuta, la terre battue, qu'on retrouve également en anglais avec rammed earth, qui veut dire terre effectivement comprimée, alors que l'on a tout simplement construction en terre, un terme très générique que l'on a par exemple ici en Allemagne avec l'Embau, et les influences ensuite françaises qui a été développée au XVIIIe, notamment ont donné Pisé-Bau par exemple en Allemagne. Et d'autres régions du monde ont leur propre terminologie, comme on trouve ici au Maroc avec le, par exemple, qui désigne cette technique de construction. Alors on a différents systèmes de construction, avec ici des textes anciens que l'on voit notamment ici à la fois dans les cahiers d'école d'architecture rurale de François Cointreau, mais également dans un texte très connu du conte La Série du Saillant de 1820, où l'on voit des principes de maintien des coffrages en bois avec des systèmes de perches. Cointreau parle pour cette méthode de la méthode dite du Bugey. Donc l'aurait-il en fait observé effectivement dans l'Ain, dans la région du Bugey? C'est possible, c'est pas pour autant avéré. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un principe là ici toujours de progression horizontale du coffrage,
mais le coffrage n'est pas autostable, hein, il est effectivement maintenu par des systèmes extérieurs. Dans ces cahiers d'école d'architecture rurale, mais également plus tardivement, dans le traité de l'art bâtir de Jean-Baptiste Rondelet, qu'il aura écrit en 1840 et 1860, et qui fera référence d'ailleurs aux écrits de Cointereau, plus en amont, on retrouve ici une planche très très célèbre que vous voyez en bas à gauche qui explique le principe traditionnel du coffrage tel qu'il est utilisé dans la tradition lyonnaise, dauphinoise et jusqu'effectivement Val-de-Saône et même en descendant vers le comtat venessin puisqu'on trouve aussi une très belle tradition dans ces régions de la vallée du Rhône. Alors nous avons des systèmes, ce qu'on appelle de clés en bois, qui sont en fait des sections de chevrons que l'on pose sur le soubassement en pierre dans un premier temps, et sur lesquels vont reposer les banches, qui seront maintenues par des petits potelets qui viennent ensuite se fixer avec leur mortaise dans les tenons de ces clés en bois. Et puis on va raidir ensuite effectivement la pose du coffrage avec un système de cordelage, de cordelettes en partie haute. Voilà, donc c'est une mise en place assez simple, assez rapide d'ailleurs, mais il faut quand même du savoir-faire, parce qu'il faut plomber aussi le coffrage, bien le poser. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé cette banchée de terre, eh bien, on déplace le coffrage en horizontal. Là, vous voyez un plan incliné dans ce coffrage. C'est ce qu'on appelle le joint à l'équillade. C'est le joint biais, en fait, parce qu'on a des pisés, on a des joints verticaux, et on a aussi ces pisés à joint biais que l'on trouve d'ailleurs dans la région du Forez, en Auvergne, qui permettent une autre forme, effectivement, de stabilité des banchées entre elles. Voilà quelques exemples de notre patrimoine, ici en Dauphiné, très belle église dans le village de Charancieux, près de la Tour du Pin, les Abrets, d'autres maisons de village également au nord du Dauphiné, fermes, granges, et puis à nouveau ici cette très belle image de cette mairie-école de Dolomieu, où il y a encore un magnifique chœur historique, chœur de village, entièrement construit avec ce matériau et valorisant une très belle architecture d'époque. Ici dans la Drôme, 19e siècle, la cité Giraudon, qui est une cité industrielle. Il y a eu beaucoup de bâtiments industriels à cette époque 19e, notamment en Dauphiné, dans toute la grande tradition de l'industrie du tissage, qui ont été construits en pisé. Et puis alors, les déclinaisons avec des demeures beaucoup plus nobles, comme on voit ici des manoirs châteaux bourgeois 18e, 19e, qui sont très présents notamment ici en Forêt, vous voyez en bas à gauche, c'est le château de Vaugirard dans la plaine de Bouin, et nous avons ici le manoir Escoffier, ici à Trévoux, donc au-dessus de Lyon, et nous avons à nouveau la façade arrière ici du château de Vaugirard sur son parc. Alors, nous avons aussi cette tradition au Maroc. La banche marocaine ne diffère pas, finalement, tellement de la banche que l'on trouve ici sur notre territoire, dont les traditions remontent, bien sûr, à l'Antiquité romaine, en tout cas pour ces territoires, et même peut-être antérieurement pour le territoire africain. Nous avons ici une séquence qui explique très très clairement comment évolue effectivement l'utilisation de ce coffrage. Donc là, nous avons une banchée qui vient d'être terminée, et vous voyez, on démonte effectivement un des portiques qui maintient la banche sur une clé. On garde le portique central afin de pouvoir appuyer la banche dans son déplacement, et on la ramène afin de la repositionner un peu plus loin, tout simplement, en repositionnant ensuite clés et potelets, et en redressant en refaisant le plombage, et on peut à nouveau donc recommencer à compacter ces couches de terre, qui sont des couches épaisses de l'ordre de 20 cm, ramenées à 10 cm d'épaisseur, une fois compactées. Donc on a à peu près 9 à 10 couches de terre compactée, comme ça, pour constituer une banchée d'une hauteur de 90 cm à 1 mètre dans cette tradition. Les coffrages traditionnels ont très peu évolué. On voit ici un changement, par exemple, sur les systèmes de maintien de coffrage, on voit des systèmes ici en acier et des systèmes écrou-manivelle qui permettent d'aller un peu plus vite pour le serrage, effectivement, en partie haute, mais c'est toujours le même principe. Les clés, effectivement, sont des plats, maintenant, en acier. Et puis on voit d'autres tentatives de faire des coffrages métalliques. Ça, c'était dans le cadre du chantier expérimental du domaine de la Terre de l'île d'Abo, mais se sont avérées très peu probantes parce que, en fait, on a un coffrage beaucoup trop lourd. Et on perd toute la logique de cette manipulation aisée du coffrage en bois. Et puis il y en a qui ont même essayé de mettre au point des coffrages encore plus légers avec des poutrelles aluminium et des simples panneaux de contreplaqué marine qui suffisent très largement effectivement pour encaisser aussi les efforts de compactage qui exercent des poussées sur le coffrage. On a des coffrages spéciaux également
voyez des coffrages là qui permettent de faire l'assemblage des murs avec un coffrage en T et un coffrage en L pour les angles des murs. C'est un principe qui avait été développé ici dans les années 50 en Australie, qui est décrit par un ouvrage assez connu d'un certain Middleton, et qui a été utilisé sur des projets pilotes, notamment donc après la Seconde Guerre mondiale, en fait, où là, à nouveau, l'intérêt pour la Terre a été justement réactualisé. Et puis quelques exemples ici de coffrages intégraux en bois, qui ont été à la fois utilisés sur le chantier du domaine de la Terre, mais dans la grande tradition, je dirais, du boisage, en fait, du coffrage de béton, sans différence vraiment. Et là, un coffrage très particulier en forme d'ellipse qui a été mis au point pour la construction d'un magnifique ouvrage qui s'appelle la Chapelle de la Réconciliation à Berlin, un projet conçu par les architectes Reckermann et Sassenroth, et dont le constructeur est un constructeur autrichien très connu aujourd'hui maintenant qui s'appelle Martin Rausch, qui a été un des grands pionniers aussi de la modernisation des techniques au cours de ces dernières années. Et puis il y a eu des tentatives aussi de coffrages spéciaux, par exemple pour s'adapter aux régions sismiques. Là vous voyez un coffrage métallique qui permet de faire des éléments verticaux en T, qui seront des éléments armés. Les armatures vont rejoindre ensuite un chaînage, et on aura ensuite une structure périphérique indépendante de la toiture, qui sera elle-même portée par des piliers en bois, comme vous voyez sur la coupe en partie droite. C'est un projet qui avait été mis en place par un architecte aussi allemand très connu, qui s'appelle Gernot Mink, et qui a produit plusieurs ouvrages d'ailleurs lui-même sur la construction en terre. Et puis il y a toutes ces traditions dérivées du coffrage intégral du béton, en fait, mais qui est adapté aujourd'hui pour faire des maçonneries de types différents. C'est-à-dire qu'on n'a plus une progression linéaire maintenant du coffrage, mais une progression en verticale. Et on peut donc ainsi construire des murs, ce qu'on appelle des murs trumeaux, qui sont des voiles successifs, qui seront soit reliés entre eux par des chaînages verticaux et horizontaux, soit indépendants d'ailleurs, qui peuvent être avec les vides entre deux murs, qui peuvent être remplis avec d'autres matériaux de construction, des briques crues, des briques cuites, des panneaux avec allège et autres matériaux. Et c'est un procédé qui a été très largement développé ces dernières années, notamment dans le renouveau contemporain très très actif du Pisé en Australie. Là, nous avons un coffrage intégral également dérivé de la construction en béton, sans adaptation particulière, qui avait été utilisé sur le domaine de la Terre, sur un des projets très emblématiques de ce village du domaine de la Terre, un projet de Françoise Jourda et Gilles Pérodin. Françoise Jourda, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui est une des grandes chefs de file du mouvement de l'architecture durable. Gilles Pérodin, très connu aussi pour de nouveaux projets sur la construction en pierre massive. Voilà, et puis alors des coffrages spéciaux jusqu'à des éléments parfois très sophistiqués, pas forcément très économiques, mais qui permettent de faire des éléments très particuliers, coffrage intégral en aluminium par exemple ici, qui permettent de faire à la fois ces éléments spécifiques ou de construire comme ça des habitats avec des voiles successifs. Lorsque on a mis en place, comme vous voyez la photo du bas, toute une rangée de coffrages comme ça avec à l'aide d'un Manitou. Voilà, et puis je dirais l'orientation récente, c'est de faire de la préfabrication. Alors on a ici un constructeur français qui s'appelle Nicolas Meunier. Là, nous sommes sur un chantier en plein cœur de la ville de Montbrison. Nous sommes en plein cœur de ville, en fait, Nicolas Meunier avait imaginé ce procédé, d'ailleurs dans le cadre d'un mémoire de recherche qu'il avait fait aussi dans notre école à Grenoble, et il en fait préfabrique des blocs de terre ici dans l'arrière-cour du chantier, qu'il monte ensuite avec un système effectivement de palans tout simplement, et qu'il dépose comme on construirait finalement une maison avec du Lego. Hein, c'est le même principe. Donc ce système qu'a imaginé Nicolas Meunier a ensuite beaucoup inspiré d'autres constructeurs, et notamment Martin Rausch, qui est sculpteur à l'origine, mais qui ensuite s'est beaucoup intéressé à la construction en terre et qui est devenu constructeur et désormais architecte, puisqu'il fait également des projets. Et il a lui-même développé ce principe de la préfabrication de murs en pisé en atelier, pour pouvoir ensuite les porter directement, les déposer comme ça à la grue directement sur les chantiers. Là, vous avez l'exemple en coupe de ce projet de la fondation Haussmann à Basel, en Suisse, où vous voyez tous ces éléments de murs en pisé qui sont empilés, en fait, exactement comme le fait Nicolas Meunier avec ses blocs de terre. Et voici un autre projet, l'imprimerie Gugler à Melk, en Autriche, où l'on a, là, vous voyez, des murs très modulaires, comme ça, qui sont également empilés. Alors, ces murs sont en même temps munis à l'intérieur de gaines, dans lesquelles on fait passer les fluides, notamment les fluides, enfin, les réseaux électriques, et même les fluides aussi d'adduction et d'évacuation de l'eau. Voilà. Alors, où en est-on aujourd'hui? Ben, vous avez vu, peut-être à travers l'exposition, on évoque ça.
Alors il y a un travail qui a été fait de recherche fondamentale sur la matière qui est très magnifiquement exposé dans cette exposition. Et donc en faisant ces recherches sur la cohésion, eh bien on s'aperçoit que l'on peut effectivement mieux maîtriser le rapport entre cette fraction minérale, la fraction gazeuse, la fraction aqueuse aussi de ces matériaux, et on peut mettre au point des nouveaux types de matériaux, ici des bétons de terre, bétons d'argile qui ne s'affaissent pas par exemple et qui peuvent être utilisés très rapidement dans des coffrages même très légers que l'on peut décoffrer tout de suite. Et puis il y a toute une recherche sur les empilements des grains, en passant de l'empilement apollonien aux empilements espacés, qui permettront vraisemblablement d'ouvrir peut-être des voies, bien que ce soit plus difficile d'appliquer ces modèles qui ont été utilisés dans le contexte de l'industrie des ciments. Mais en tout cas, toutes les recherches qui ont été faites ont permis de voir que l'on pouvait utiliser la terre différemment. Par exemple, ici, nous avons un coffrage en litho qui n'est même pas vissé, qui est maintenu avec simplement ici des courroies, comme vous voyez. Et le fait de savoir que l'on a des angles d'avalanche à 30 degrés, comme ça, pour la terre sèche, permet d'imaginer que l'on puisse remplir directement, comme ça, ces coffrages perdus, qui pourraient être aussi le support de peau extérieure, directement avec de la terre sèche. Pourquoi? Parce que vous avez vu aussi peut-être dans l'exposition, on a aussi la transmission des efforts sous forme d'arc dans la matière, et en fait les efforts se trouvent situés vers le bas, et toutes les parties au-dessus de la partie basse en fait de cette matière accumulée n'a aucune pression particulière sur la structure, contrairement au pisé qui est compacté. Donc là, ce sont des voies intéressantes qui ont été d'ailleurs exploitées dans des prototypes d'habitat qui ont été réalisés aux grands ateliers de la ville nouvelle de l'île d'Abo, qui est un centre en même temps à la fois d'enseignement, mais en même temps de recherche sur des prototypes de nouveaux systèmes constructifs, de nouveaux types de construction. Là, par exemple, du béton de terre copeaux-bois, qui est déversé dans des coffrages aussi, dans un nouveau type d'ossature en bois, qui réinvente aussi un peu le colombage. Et puis alors, toutes les recherches plus récentes sur les terres coulées, avec là aussi des paramètres un peu plus compliqués, bien sûr, à maîtriser, parce qu'il s'agit là de maîtriser les propriétés de viscosité, les propriétés de coulage ou propriétés rhéologiques, mais aussi des propriétés de séchage, notamment pour les matériaux qui ont de l'épaisseur, comme ça, des éléments constitutifs qui ont de l'épaisseur. Et là, c'est peut-être effectivement dans le rapport du contrôle entre la manière d'accumuler les grains, d'empiler les grains, qui permettront aussi peut-être de réduire la quantité d'eau, que l'on trouvera peut-être des solutions. En tout cas, ce sont des voies de recherche qui sont lancées ici, en France et aussi dans d'autres pays, puisqu'on a des chercheurs en Corée, par exemple, qui sont aussi travaillés sur ça. Voilà quelques premiers exemples de ce que peut donner un mur en terre coulée qui a été décoffré, enfin un élément de mur. Voilà, donc ça, ce sont peut-être les futurs bétons verts du futur qui, espérons, seront mis au point assez rapidement parce qu'ils sont pleins de promesses, en tout cas, pour mieux contrôler les externalités négatives de la production de certains matériaux sur l'environnement. Et je terminerai par un petit bouquet final de projets, tout simplement pour vous montrer les applications plus contemporaine de ces matériaux et de ces techniques. Là, un pisé aussi en éléments trumeaux dans une école qui a été construite en Isère, dans une commune qui s'appelle Vérin-Stuélin. C'est un projet assez récent, fait aussi par des architectes dauphinois. Ici, une tendance un petit peu de réinvention d'une architecture traditionnelle colombienne, tout en gardant effectivement les grandes références de l'intelligence de cette architecture, notamment ici pour des systèmes de climatisation naturelle qui sont tout à fait remarquables dans ces zones tropicales. Là, en Australie, on en a parlé, David Oliver, qui a été un des grands pionniers aussi du renouveau de cette architecture. Là, nous sommes dans le Queensland. Il a même contribué à la réalisation d'ouvrages remarquables de ce type-là. Il s'agit d'un magnifique hôtel sur Kangaroo Island, qui est une petite île au sud de l'Australie. Et là, vous avez un magnifique pisé également sur une église, une villa en Western Australia, à Perth, qui a été construite par Stephen Dobson, qui a été aussi une des grandes entreprises pionnières, qui s'appelait Ramtech, qui a été vraiment une des grandes références dans les années 80. Autre projet de David Oliver. On voit là ici l'intérêt de cette présence de la matière dans l'espace. Là, un projet de disciples du célèbre Glenn Murcutt, le groupe Tropo. Et puis, vous voyez, d'autres entreprises importantes, un centre commercial. On a même construit des universités en pisé en Australie. Là, ce sont des projets du célèbre Rick Joy aussi, qui a beaucoup construit en Arizona, notamment dans toute la région du désert de Sonora, autour de Phoenix. On a une expression un peu brutaliste de la matière dans cette architecture.
Voilà d'autres exemples de ces magnifiques maisons qui en même temps conservent cette forme d'humidité dans leur présence, dans leur échelle, dans cette très belle nature, ce très bel environnement du désert de Sonora. Là, nous avons un musée donc à Basel qui est conçu par Peter Steiner, mais qui a été réalisé par Martin Rauch, que j'évoquais tout à l'heure, et la fameuse chapelle de la Réconciliation avec son plan elliptique emplisé à l'intérieur et cette paroi ajourée en bois à l'extérieur. Voilà l'intérieur de la chapelle. La maison privée de Martin Rauch, qui vient de réaliser en Autriche à Schlinz. Martin Rauch revient maintenant un peu plus à des formes de pisé plus traditionnelles, semble-t-il. Et puis alors des applications bien sûr qu'il ne faut pas oublier dans les pays en développement, puisque c'est un matériau qui quand même est beaucoup plus accessible à la fois pour l'habitat et pour les équipements des communautés. Ici une école construite par Francis Kéré au Burkina Faso, et un célèbre projet qu'on voit dans beaucoup de revues d'architecture de Anna Heringer, prix Aga Khan 2007, une école au Bangladesh qui associe la bauge avec des structures ici en bambou pour la partie de l'étage. Donc matériaux locaux, hein, c'est toute la logique effectivement de réhabilitation de ce que faisaient finalement les bâtisseurs traditionnels, l'exploitation des ressources, des territoires, pas ressources seulement en termes de matériaux, de matière, mais également en termes de savoir et de savoir-faire. Et je vous rappelle cet aphorisme de John Turner qui est très éloquent pour conclure cette conférence avant de passer avec plaisir à la réponse à vos questions. Merci beaucoup de votre attention.